Je vais faire l'appel. Guérin Yannick est présent. Gabriel Germain. Présent. Coralie Morvan. Présent. Albert Marel. Présent. Catherine Michaud-Varenne. Présente. Grégory Allenbach. Présent. Alexandra Eldesheim a donné procuration à Christophe Olivier. Et Christophe Ollier, excusez-moi. Désolé. Maurice Matois. Présent. Fabienne Casolaro-Maillefer a donné procuration à Christiane Hardy. Michel Fratt. Présent. Béatrice Belmont. Présente. Frédéric Lagescarde. Présente. Natacha Arnaud a donné procuration à Lydie Chambeux. Nathalie Boll a donné procuration à Gabriel Germain. Stéphanie Gendron. Présente. Lydie Chambeux. Présente. Ludovic Laforêt. Présent. Éric Poirier. Présent. Céline Matonnet a donné procuration à Laurine Closon. Laurine Closon. Présente. Didier Debarge. Présent. Valérie Merle. Présente. Christiane Hardy. Présente. Christophe Ollier. Présent. Florence Iacono. Présente. Quentin Guilleux. Présent. Luc Souillard a donné procuration à Coralie Morvan. Stéphanie Werbeneck. Présente. Marie Millot. Présente. On va nommer secrétaire de séance. Je vous propose Quentin Guilleux. Et qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité quand même. On va passer au rapport numéro 1. Ah oui, on va d'abord passer au vote sur le PV du dernier conseil. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci beaucoup. On passe au rapport numéro 1. Donc il s'agit de la vente d'un terrain communal 6 chemin de Marseille. Donc avant de passer la parole à Madame Coralie Morvan, je voulais quand même rappeler le contexte des 3 premiers rapports. Il s'agit du PLU, du plan local d'urbanisme, qui a été voté le 28 décembre 2015. Dans ce PLU, il avait été prévu de réaliser des logements à différents endroits de la ville, comme au Clos du Pressoir, aux Agapentes ou dans le quartier des Esprados. Il y avait un emplacement réservé qui avait été fixé pour la réalisation de logements sociaux avec mixité. Il y a eu donc une consultation de 3 promoteurs qui a été réalisée en 2018 et une promesse de vente qui a été délibérée le 17 décembre 2019 avec un avis favorable à la majorité. En 2020, nous avons été élus et j'ai demandé de revoir le promoteur qui avait été choisi pour envisager différemment le sujet. Initialement, le projet comprenait 80 logements, sans travaux d'aménagement pour intégrer cette zone à l'ensemble résidentiel. En l'état, nous nous y étions opposés et on a travaillé collectivement pour trouver différents équilibres. Coralie, tu peux peut-être nous en dire un peu plus là-dessus. Pour les logements sociaux. Alors aujourd'hui, sur la commune, on a 364 logements sociaux sur 13 sites différents. Donc c'est trop peu par rapport aux exigences de l'État qui sont donc de 25% du parc en logements sociaux. Alors si on applique ce facteur, aujourd'hui, il nous faudrait sur la commune 624 logements sociaux. Qu'à faire des bars. Pardon? Je dis on n'a qu'à faire des bars. Vous voulez la parole peut-être? Non, pardon. C'était d'humour. Oui, oui, Voilà. Albert, est-ce que tu peux nous expliquer ce que cela implique pour le budget communal? Oui, de ne pas atteindre ces 25% de logements. Alors cette année, nous allons payer une amende à l'État de 349 017 € parce que nous ne respectons pas la règle des 25%. Cette amende est une pénalité de 159 509 à laquelle s'ajoute une amende supplémentaire pour carence de 189 509. Car selon l'État, nous ne faisons pas assez d'efforts pour créer du logement. Le risque est que la carence soit accentuée car elle peut être doublée, voire quadruplée, comme c'est déjà le cas sur certaines communes du territoire. La DPTM a estimé le montant maximal de la carence pour Velo à 481 134 €, 5% de nos dépenses de fonctionnement. Yannick? Oui, donc vous imaginez bien qu'on ne va jamais arriver à ce nombre de logements. Principalement parce que nous ne le souhaitons pas. Voilà. Mais on devra montrer qu'on fait des efforts par rapport au service du gouvernement, à la préfecture, que nous voyons chaque année pour rendre des comptes. Et on doit créer du logement social. Et enfin, au niveau du service logement de notre CCAS,
nous constatons, et moi je suis le premier à le constater, qu'un rendez-vous sur deux, quasiment, concerne un problème de logement. C'est peut-être d'ailleurs pour différentes raisons. On a des jeunes Voloxiens qui n'arrivent pas à s'installer sur Velo. Je reçois quasiment 2-3 par mois. Le coût des loyers, le coût de l'habitat trop important. Dès qu'il y a un accident de la vie, un divorce, un décès, les familles monoparentales principalement, les Voloxiens peinent à trouver un logement dans leurs possibilités. Enfin, lors du bel âge, de nombreux seniors ont besoin de logements sociaux et ne peuvent tout simplement pas y accéder parce qu'ils ont pu subir des pertes de revenus liées à la retraite ou au décès d'un conjoint. Donc il est pertinent d'avoir différentes possibilités de logement, des locations, des premières acquisitions, des maisons familiales, des plus petits logements qui sont proches des commodités. C'est le cycle de vie du logement qui doit être revu et qui doit être étudié. C'est important d'avoir cette vision un peu globale avant de revenir au thème des esprados, parce que moi je ne souhaitais pas la création de 80 logements au départ. Je souhaitais qu'il y ait des équipements qui permettent leur bonne intégration sur le secteur. Ce que nous souhaitons néanmoins, c'est la création d'un programme cohérent, et c'est ce que nous sommes en train de vous proposer, et je vais repasser la parole à Coralie pour qu'elle vous en parle. Avec un support PowerPoint, pour vous donner des images là-dessus. Alors on va avoir une première... donc en fait le sujet des esprados, donc je pense que tous les gens qui sont là connaissent la situation. Donc c'est un terrain qui est situé entre les esprados et le chemin des esprados et le chemin de Marseille. Ensuite on a donc nous la commune un emplacement réservé, celui donc qui est en orange, qui est donc de une propriété communale, enfin, au rouge orangé, ouais, en rouge. Et il y a une partie qui est donc détenue par des propriétaires privés, c'est donc la partie qui est en jaune. Donc la commune va vendre une partie de la zone qui est en rouge et garder sur cette zone à peu près 70% de cette zone qui sera préservée où il n'y aura pas de construction. Donc la première délibération va permettre de renouveler donc, cette promesse de vente d'une partie du terrain communal avec 2 plateaux. Donc un plateau bas qui va accueillir 28 logements en accession sur une surface de plancher de 2046 m², et le plateau haut qui pourra donc accueillir aussi 28 logements en location sociale pour 2132 m². Donc on est bien d'accord que c'est sur la partie rouge et sur une petite partie de la partie rouge où il y aura donc la construction. La vente du terrain donc est conditionnée à la réalisation d'un PUP. C'est un projet urbain partenarial. Pour faire plus simple, lors d'une construction, tout constructeur paie une taxe d'aménagement. Donc là, elle s'élèverait environ à 150 000 € pour cette opération, avec une répartition 49% pour la métropole et 51% pour la ville, soit une attribution possible d'environ 76 500 € par le promoteur pour la ville. L'idée donc est que le promoteur nous finance une partie des travaux d'équipement. Donc il est prévu qu'il nous reverse 240 357 € pour le financement de l'élargissement du chemin de Marseille, un sujet très important pour nous dans la réalisation de ce projet, et pour l'adaptation des ouvrages de défense extérieure contre les incendies. Bref, on souhaite que le promoteur nous donne plus d'argent à nous et pas à la métropole. Comme ça, les riverains ont la garantie qu'il va y avoir des travaux d'aménagement fléchés pour faciliter l'intégration des logements dans le quartier. Et Albert, est-ce que tu peux nous faire un petit point financier? D'un point de vue financier, nous sommes restés sur le prix d'origine à 1 500 000 €, avec moins de logements. Le promoteur a acheté le même terrain en faisant moins de logements. Le terrain aurait pu être vendu pour un montant plus élevé. Donc nous avons décidé de faire réévaluer le prix par les domaines. Le terrain a été estimé à 1 837 000 €. Cette différence, elle n'est pas du tout perdue pour la commune, parce que nous allons pouvoir déduire à minima la différence, soit les 337 000 € de notre pénalité SRU. C'est une opération clé pour nous. Bon, il convient dans le premier rapport de valider la promesse de vente pour la réalisation de 56 logements pour un montant de 1,5 million. Moi j'y suis favorable, d'autant plus que ça va permettre à des jeunes sur cette opération qu'on a commencé à travailler d'accéder à la primo-accession. Après les délais de contrôle par les services de l'État, la promesse de vente elle pourra être signée, l'architecte pourra continuer à travailler sur le projet dans ces conditions. Il pourra alors présenter le projet aux personnes intéressées. Ensuite il déposera un permis de construire
Alors aujourd'hui, on n'a pas de plan projet définitif car le promoteur, bien entendu, attend de signer la nouvelle promesse de vente pour continuer son travail, ce qui est normal puisqu'il ne va pas travailler à blanc. Il n'est pas certain que le projet aujourd'hui puisse aboutir. Est-ce qu'il y a des questions? Je parle bien des élus, parce que je rappelle que dans cette assemblée, ce sont les élus qui prennent la parole. Madame Merle, allez-y. Vous n'avez pas suivi la préconisation des domaines, donc avec un écart de 300 000 €. Vous pouvez m'expliquer au niveau finance comment vous vous retombez sur vos pattes par rapport à ça? Le fait qu'on ne vende pas au prix de l'estimation des domaines, on peut le déduire de nos pénalités SRU. Donc cette différence de 337 000 sera déduite des pénalités SRU. Pour nous, c'est équilibré. Non, mais ça veut dire que le promoteur va acheter le 1,5 million terrain à 1,5 million comme c'était prévu. des recommandations du domaine. Non. Non, à l'époque. Non, le prix était estimé à 1,5 million. Nous, on a demandé au domaine de refaire une estimation pour savoir ce qu'on pouvait déduire. C'est tout. Mais le promoteur achète 1,5 million en construisant moins de logements. Il y a un besoin d'équilibre de l'opération, vous comprendrez bien qu'on ne peut pas demander à un promoteur de faire moins de logements que ce qu'il avait prévu sur son équilibre initial. Il y a forcément un problème financier. Donc la décision qui a été faite, c'est de vendre le prix à celui qui est celui d'un équilibre pour faire des logements, et que le différentiel, de toute manière, nous sera déduit des pénalités qu'on aurait payées sinon. Parce donc, que comptablement, vous récupère. avez justifié qu'il valait 1,8 million et donc du coup, vous déduisez le delta. C'est ça, exactement. Des pénalités SRU Très bien. qui sont énormes, comme a pu vous l'expliquer tout à l'heure. Ok. Les travaux, ils vont être financés par la mairie de Velo ou par le promoteur en fait? Quels travaux? Quels travaux? Les travaux d'aménagement, de la voirie, enfin de... Donc les travaux en lien avec le Eh public. ben, en fait, vous avez vu, c'est réparti entre la métropole, le promoteur et la mairie. C'est ça. Voilà. Et Il y à a quel bien- pourcentage en fait? Bah là, Ah, bon, non C'est le rapport numéro 2 en fait. Alors on va le dire sur le rapport numéro 2. développer après. Enfin, vous Et avez- là, vous nous donnerez... ok. On a d'autres questions? Ouais, j'aimerais savoir, au départ, donc on est en manque de logement, Oui. on ouvre un terrain, on fait moins de logements qui étaient prévus initialement, et comment vous allez combler les 624 logements qui nous manquent? Parce que 624 moins 56, ça fait pas BZF. Donc je pense qu'on est parti pour quelques années avant d'avoir l'équilibre. Bah, en fait, En fait, vous débordez du sujet, mais il n'y a pas de problème, on peut aller là-dessus. Vous posez la question du fait de savoir si la ville va s'engager pour faire tous les logements qu'on nous demande de Parce que, faire. monsieur le maire, vous nous avez dit à maintes reprises Oui. que de toute façon, si on ne le faisait pas, c'est le préfet qui allait faire. C'est une certitude. C'est une certitude, nous sommes bien d'accord. Donc le préfet va faire où? Alors. Puisque vous nous avez dit l'autre jour que le Baobacois, la CIF était déclaré inconstructible, d'accord? Aujourd'hui, moi, dans Velo, j'aimerais juste savoir où on peut faire des logements. Là, en l'occurrence, on en fait 56. Où est-ce qu'on va faire du logement? Pourquoi est-ce que je vous ai dit en préambule que le nombre de logements qu'on nous impose, on ne le ferait pas? Non, ok, mais donc ça veut dire qu'on va continuer à payer. Est-ce Et que- qu'aujourd'hui, Est-ce que je peux revenir? Non, mais vous me posez une question, je vais vous répondre. En préambule, qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit que ce nombre qu'on nous impose, aujourd'hui en l'état, on ne le ferait pas, on ne peut pas le faire. D'accord? Il y avait des projets sur le plan, le plan qui avait été signé par mon prédécesseur avec l'État. Alors on pourrait toujours dire que j'étais élu à cette époque, il n'y a pas de problème. N'empêche qu'il a été signé un plan et que sur ce plan-là, il y avait plusieurs endroits. Il y a des endroits qu'on a bloqués. Je vais parler du terrain de la CIF, un projet de entre 200 et 300 logements. 350. Voilà, sur un terrain qui est collé contre une voie ferrée où on ne peut même pas accéder à la D20, pour des problèmes de ruissellement très très importants qui mettraient en danger les habitations potentiellement sur les années qui viennent. comme les hameaux, hein. Comment? Comme les hameaux. À l'époque. Voie ferrée, ruissellement, les hameaux, même combat. Hein. Après, vous avez des règlements et puis vous avez des gens qui répondent à ces problématiques et qui font que c'est pas moi qui fais les lois. Hein. Quand les promoteurs répondent aux questions, après on leur délivre, on est obligé de leur délivrer un permis de construire. En tout cas, en l'état, il y a des projets qu'on n'a pas désiré faire parce qu'ils n'étaient pas du tout dans l'intérêt du village.
et qu'ils n'étaient pas faisables. Et je vous ai répondu en préambule en vous disant qu'effectivement, on n'allait pas pouvoir faire tout ce qu'on nous demande. Par contre, comme je vous l'ai dit aussi, on est obligé de montrer qu'on a de bonnes intentions et qu'on n'est pas juste là pour bloquer, parce que si on est juste là pour bloquer, effectivement, comme vous le dites très justement, le préfet prendra la main sur la délivrance des permis, et lui, par contre, il les fera n'importe où. Parce que lui, il ne connaîtra pas forcément le village, et il les fera partout où il a possibilité d'en faire. Donc l'avantage qu'on a nous, c'est d'avoir un petit temps d'avance en expertise, et de se dire qu'est-ce qui peut être bon ou pas bon pour le village en développement. Bien entendu que le village, comme toutes les villes et tous les villages qui nous entourent, devra se développer. Moi, je vous rappelle juste que depuis qu'on a été élu, nous n'avons initié aucun projet de logement. Et je vous dis aussi, j'en suis pas si fier que ça. Parce qu'aujourd'hui, j'ai besoin de faire des logements. J'ai besoin de faire des logements parce que j'ai plus de 200 dossiers de demande de logement de Voloxiens. J'ai des jeunes qui ne peuvent pas se reloger, qui partent à l'extérieur. Je pense qu'aujourd'hui, c'est bien simple. De la même manière que les gens qui sont ici, et ils ont bien toute légitimité pour venir faire acte de présence sur un sujet qui leur tient à cœur, j'aurais pu faire la même chose en demandant à tous les gens qui sont en liste d'attente d'être présents ce soir pour montrer ici la voix de gens qui ne peuvent pas se loger sur Velo, et vous verrez que ça représente énormément de monde sur Velo. Il n'y a pas une famille sur Velo, quasiment pas de famille qui n'est pas touchée par le fait de ne pas pouvoir d'avoir un enfant qui ne peut pas se loger sur Velo. Beaucoup de familles monoparentales, quand ils se séparent, ils ont des problèmes pour se reloger. On a le prix aussi du logement. Donc quand je vous dis qu'on n'a pas initié de projet, c'est pas parce que j'en tire une quelconque fierté, c'est parce qu'il fallait des projets qui tiennent la route, et qu'en même temps, il faut montrer à la préfecture qu'on est de bonne foi et qu'on essaie d'en faire quelques-uns pour essayer déjà de défalquer les pénalités qui vont nous mettre de toute manière, et puis d'éviter que justement le préfet aille au-dessus. Je prends l'exemple de Saint-Mitre-les-Remparts ou de Aiguille, aujourd'hui ils sont à plus de 600 000 € de pénalité annuelle. Parce que eux, ils ont fait rien, mais aujourd'hui, ils vont être obligés de faire dans l'urgence parce que c'est le préfet qui va faire à leur place. Il y a d'autres communes qui font et où il n'y a pas d'eau, où il n'y a personne dans les logements, donc c'est pas grave. Mais je ne veux pas vous dire que vous avez tort. Moi, j'essaie juste de trouver. Juste une chose, monsieur. Oui. Pendant la campagne électorale, tout le monde s'est mobilisé pour éviter ce programme. Le permis de construire est arrivé à expiration, le compromis est arrivé à expiration, excusez-moi. Aujourd'hui, on remet un compromis, pourquoi ne pas l'avoir arrêté? Et on a un terrain qui est celui du potentiel lycée qui n'est pas construit. Aujourd'hui, pourquoi on ne construit pas là-dessus? Parce qu'il est inondable. Ah, ça c'est autre chose. Les agapentes aussi, il y a une partie qui est inondable, ça a gêné personne. Les estrados, on s'est fait retoquer parce que les estrados, il était dans le contrat de mixité sociale. Et en fait, la préfecture nous demande de construire sur ce terrain, en fait. C'est ça le problème. Aujourd'hui, on ne peut pas revenir en arrière. Et dans l'immédiat, et le collet de l'Aigle, en fait, vous savez aussi que le terrain du lycée, pour réaliser des logements, c'est pas tout de suite, quoi. Donc, pourquoi c'est pas tout de suite? Parce que déjà, au niveau des accès, là-haut, ça va aller mieux, vous croyez? Ah là, il y a une route. Là, pour aller au Collet de l'Aigle, il faut franchir... Pardon, vous disiez, monsieur Guilleux? Vous avez vu à quel point c'est saturé à 7 ans le matin? Mais c'est saturé partout le matin. Je pense que... Non, mais attendez, moi je vous mets à l'aise. Les constats, on les fait ensemble, on ne vit pas sur notre planète. C'est-à-dire le matin, on sait ce qui se passe sur la commune. Il y a eu des études de menées, et c'est vrai aussi, il faut tordre le cou à des fausses idées. Aujourd'hui, on n'est pas, et j'ai eu l'occasion déjà d'en parler pendant les conseils municipaux, on n'est pas submergé par les flots parce que la ville de Velo est en train d'avoir une population qui explose. Ça, c'est faux. Aujourd'hui, on est simplement dans un bassin de vie qui fait qu'on est traversé dans les deux sens tous les jours par les gens qui viennent du côté Étang-de-Berre pour aller vers la Durane et qui vont vers Aix, et les gens qui viennent de Aiguille, qui viennent de Coudoux, de Matavrin et qui vont travailler vers Arbus et qui vont dans les flux contraires. Donc le sujet de la mobilité, c'est un sujet qui est majeur, et j'ai jamais dit le contraire. C'est un sujet qui doit se régler et qu'on essaye de régler par plein de travaux qu'on fait de notre côté. Maintenant, il faut aussi le dissocier du fait que les objectifs qu'on nous donne en termes de développement et de la loi SRU font qu'on ne peut pas rien faire.
on peut freiner certains projets, on peut essayer de modérer et de trouver des endroits qui sont les endroits les plus judicieux pour développer notre commune. Et peut-être que d'autres à notre place auraient eu de meilleures idées, peut-être que d'autres à notre place auront de meilleures idées. Moi, je suis là, j'essaie de trouver des réponses. On étudie, on se fait aider là-dessus, et on essaie de trouver un développement qui soit le plus harmonieux possible. Et dans ce cadre-là, le projet des Esprados sur lequel on est revenu, on a fait baisser le nombre de logements, on a intégré un PUP pour pouvoir permettre de travailler une vraie gestion des flux sur cet axe-là. Ça va vous être dit, je pense, dans notre prochain rapport, mais il y a aussi des problèmes de liaison, d'eau, d'assainissement électrique aussi, qui vont permettre peut-être de trouver des solutions en termes de DFCI aussi au niveau des risques incendies. Bon, ben, on va profiter de ça pour pouvoir améliorer les conditions là-dessus. Maintenant, que vous soyez des riverains et que vous soyez contre ce projet, je peux l'entendre. Et si effectivement tous les griefs qui sont aujourd'hui tenus avec des avocats qui sont sur l'affaire montrent qu'on ne peut pas le faire, on ne le fera pas. Mais nous, on ne peut pas freiner ce projet en attendant. C'est pas possible, parce que ça va nous amener à un temps où on aura, au niveau de nos objectifs, on sera trop en retard et on aura tous à le payer. Et les premiers à le payer, ça sera les Veloxiens, parce que tout l'argent, c'est leur argent, l'argent sur lequel on va payer des pénalités et où on sera empêché, c'est de l'argent qu'on ne pourra pas faire en investissement, et c'est de l'argent qui va bloquer le développement de la ville. Voilà. Après, moi, je vous dis honnêtement, si je pouvais me passer de faire des travaux dans le village, ça ne me changera pas ma vie, moi. J'essaie de faire au mieux pour les habitants de Velo et faire en sorte que le développement soit le moins contraignant possible. Et je connais toutes les contraintes qu'il y a, parce que je les connais aussi. Moi, les 26 logements en primo-accédant, moi j'attends de voir le prix des logements. Mais alors non, ça ne sera pas 26 logements en primo-accédant, parce qu'on a 28 logements en sociaux et en privé. Donc, privé. Oui, c'est 50-50. Hein. Okay. Et après, dans les sociaux, c'est réparti en 3 tranches. Et il y aura dans... Mais c'est des privés qui vont acheter des logements pour faire du social. Non, c'est un bailleur. C'est un bailleur. Ah, c'est un bailleur social. Bien sûr, c'est un bailleur. C'est toujours un bailleur qui gère les logements sociaux. Après, effectivement, hein, on sait on sait ce que ça vaut l'immobilier dans le secteur. Après, il faut que l'opération soit équilibrée. Est-ce qu'il y a d'autres trucs? Oui, allez-y. Pour revenir sur l'opération et le montant financier ramené au mètre carré, de la vente du terrain à 1 500 000 €, est-ce que vous avez le ratio en euros par mètre carré de cette vente? Aux alentours de 70 € du mètre carré. Est-ce que vous pensez qu'un terrain constructible aujourd'hui se vend à ces prix-là? Justement, c'est parce qu'on aurait pu vendre plus cher. Vous savez ce qui aurait été le top pour nous? Vous savez ce qui aurait été le top pour nous? C'est de pouvoir faire des parcelles et de vendre à des privés. Ah oui. Ça, là, on n'a pas le droit. On ne pouvait pas. Il est dans le projet, le contrat de mixité, et on se doit de tenir l'engagement. Après, bien entendu qu'on va gagner moins, bien sûr, c'est le principe. Mais moi, c'est aussi ce qui fait que je vais pouvoir proposer à un moment donné des primo-accessions à des jeunes Voloxiens qui n'auraient jamais pu se permettre d'acheter une maison sur un prix au mètre carré qui est le prix actuel. Oui, j'entends. À partir du moment où vous faites du logement social sur un terrain, le prix il perd des côtés, parce que sinon on ne trouve aucun promoteur qui fera du logement social. Et on aurait pu aussi, pour aller au bout, on aurait pu aussi vendre 100% de la surface à construire. Hein. Je rappelle qu'on a réussi à préserver entre 65 et 70% du terrain qui va être où l'espace boisé va être maintenu et où il y aura une mise en avant, même une protection de l'espace boisé. Voilà, c'est pas rien sur une parcelle comme ça. Je veux dire, on fait les choses, effectivement, ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Je peux entendre aussi les craintes des riverains, mais on a essayé de trouver le projet qui soit le moins impactant pour à la fois les riverains, et puis les riverains, c'est le village. C'est pas que les gens qui habitent autour, c'est aussi les problèmes qu'il peut y avoir là, c'est des problèmes qu'on aura, nous, à gérer en tant que commune. Donc, je veux dire, on essaie de trouver le meilleur ratio possible, en sachant qu'à l'arrivée, si on ne le fait pas nous, d'autres vont le faire à notre place, et eux, encore une fois, il y a des dossiers sur coup d'ours, où quand c'est pris en main dans l'urgence,
c'est pas 25% ou 30% du logement du terrain qui est construit, c'est quasi 100%. Et là, je peux vous garantir que de l'espace vert, pour de bon, vous en avez plus. Voilà. Donc, le massacre à l'intérieur du village, bonjour à tous. Vous allez côté du la cuisine du potager, c'est un vrai massacre. Mais en fait, les pouvoirs publics, monsieur le maire, les pouvoirs publics s'en foutent qu'on soit un village de la région parisienne ou un village de Provence. Pour eux, c'est pareil. D'accord? La destruction des patrimoines, ils s'en foutent. Voilà, ça c'est important. Ça s'appelle la destruction du patrimoine. Mais c'est tout. C'est aujourd'hui, de toute façon, on ne refera pas cette loi qui est complètement débile, qui était à 20%, qui est passée à 25%. Et aujourd'hui, c'est à vous de monter au créneau, les maires, au comité des maires. Et oui, monsieur le maire, c'est à vous de monter au créneau. Alors, je vous inviterai quand je suis en rendez-vous avec le préfet, vous viendrez avec moi. Sans aucun problème. Vous verrez Avec grand plaisir. passe la discussion. Avec grand plaisir. Voilà. Et moi, je veux bien entendre ce que vous me dites, mais ne vous mettez pas à ma place et ne jugez pas de ce que je fais en n'étant pas là où je suis quand je le fais. D'accord? Non, mais attendez, je suis le premier à monter au créneau là-dessus. Je vous dis que quand je vous dis que c'est au maire, c'est la totalité. Mais l'Union des maires, vous êtes au courant de ce que fait l'Union des maires, dont je fais partie, dans les rendez-vous qui se font avec... maintenant, vous voulez faire vous voulez faire un état des lieux de la relation entre les collectivités territoriales et le gouvernement? Ce soir, vous pensez que c'est le lieu de faire ça? Si vous voulez, on en parle. Hein. Non, on est les premiers à si vous êtes venus et vous y étiez, puisque vous étiez conviés, vous étiez présent en tant qu'élu. Quand j'ai fait mes vœux du maire, la première chose que j'ai dit, c'est de parler des injonctions contradictoires du gouvernement en ce qui concernait notamment la loi SRU. Vous vous souvenez, ça a été un de mes coups de gueule là-dessus. C'est un coup de gueule continu, on vit avec. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? On va devenir, vous savez, il y aura probablement peut-être une liste NUPES qui va se monter sur Velo, un grand front populaire de gauche. Ben, je vous invite tous à y adhérer, vous pourrez aller mettre le why, comme on dit ici, au gouvernement et à l'Assemblée, et puis vous verrez, tout ira mieux. Voilà, non, mais à un moment donné, on fait ce qu'on peut avec les pouvoirs qu'on a, qui nous sont conférés. Et je vous garantis que quand j'ai quelque chose à dire, et y compris au préfet, je le dis. Et les maires qui m'accompagnent le disent aussi. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Quel est le planning du projet précis? Vous l'avez ou pas? Alors au niveau du planning, aujourd'hui, je pense qu'on en est plutôt à faire les choses. Vous avez bien compris qu'il y avait des choses qui étaient en cours, il y avait aussi des appels qui étaient en cours. Nous, on signe les choses et on va voir en fonction de ce qui se passe. C'est la métropole qui gère beaucoup ça, vous allez pas sans savoir, hein, puisque vous le savez. Et donc, il y a des recours, je crois, qui sont... il y en a un qui est pas très... Il y en a un qui est récent, je crois, du collectif, hein, je crois. Donc il y a des choses qui sont en cours. C'est impossible pour nous de donner un planning exact tant qu'on ne sait pas où vont les choses. Donc vous n'avez pas de visibilité sur le planning? Ah non. Non. Nous, ce que je peux vous dire, c'est la visibilité qu'on a sur là où on doit agir. En tant que signature et faire en sorte qu'on se rende tout. Parce qu'encore une fois, mon but, c'est qu'on paye le moins de pénalités et services possible dans les années qui viennent. Je rappelle que d'ici la fin du mandat, on aura quasiment payé 1,5 million de pénalités qui seront 1,5 million en moins sur notre marge d'investissement sur la ville. Juste à ce sujet-là, Albert, comptablement, j'aimerais comprendre en fait les 300 000 euros d'écart avec les domaines. Vous allez les dégréver cette année-ci? Non. Ou c'est amorti sur 2 ans? Je vais attendre 2 ans après le dépôt du permis de construire. Donc c'est pas cette, donc effectivement c'est pas encore pas tout de suite. Et c'est pour ça qu'on veut C'est un faire cadeau en avance Oui, mais comme on n'a rien d'autre pour le moment, il faut qu'à un moment on agisse Non, mais quelque c'était juste chose. pour comprendre comptable, sur le plan comptable, comment ça se C'est déjà arrivé. On a déjà vendu, la commune a déjà vendu des biens en dessous du prix et ça a été déduit des pénalités. c'est pas un cadeau au promoteur. Hein. C'est ce que vous avez dit? Oui, c'est ce que, en fait... C'est pas un cadeau au promoteur. D'accord. Ça change rien au prix qu'il va payer et à l'argent qu'on va récupérer. C'est juste vous demandez le décalage, c'est il va payer moins cher, mais le décalage, c'est plus de... Il a moins de logements et puis entre-temps, il y a quand même eu un coût considérable des matériaux pour la construction. Hein. Donc là aussi, à un moment, il faut aussi penser au Monsieur Poirier. Non, mais c'est fini, ça, c'est terminé. Là, Ça va pas. je
je vends, j'achète de l'acier toute la journée. Je peux vous dire que l'acier, il a un niveau tout à fait normal. Et c'est pas la qualité. D'avant Covid et d'avant Covid. C'est fluctuation, hein, ce sont des entrepreneurs, hein, les promoteurs. Donc derrière, c'est ça. Écoutez, nous, c'est sur les logements le discours que vous venez de tenir à l'instant, c'est exactement le discours qui a été tenu sur une collectivité très très proche de nous qui a voulu justement maintenir des projets et ces choses-là en disant c'est pas à nous de maintenir. Je rappelle juste qu'il y a eu des projets sur Couzoux qui ont été bloqués pendant 1 an, justement avec cette façon de voir les choses, parce que justement, à un moment donné, les gens qui ont répondu aux lots et aux appels d'offres ont fait faillite, ils ont déposé le bilan et ça a bloqué et ça a contrarié le développement de la ville et aussi au niveau financier, ça a tout décalé et ça a fait des appels d'offres qui ont quasiment doublé sur certains Bon, après, il peut y avoir d'autres facteurs connexes, à savoir voilà, je vais juste vous rappeler qu'il y a quand même des promoteurs, mais bon, il y a une petite nuance quoi, et que chaque chose, il n'y a pas tout n'est pas binaire. pas tout noir sur ces sujets-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le rapport est adopté. On va passer au rapport numéro 2. Donc le rapport numéro 2, c'est quoi qui concerne le projet urbain partenarial. Donc c'est une convention tripartite entre la métropole, le promoteur et la commune. Il permet donc la réalisation de cette opération, l'adaptation des ouvrages de défense extérieure contre les incendies, DECI, et l'élargissement du chemin de Marseille. Donc en ce qui concerne l'adaptation des ouvrages de la DECI, les travaux seront faits en premier en même temps que les travaux faits par la métropole pour la requalification des réseaux d'eau et d'assainissement. Effectivement, au chemin de Marseille, réseau d'eau, c'est très vieux. Donc déjà, au moins, on va pouvoir rénover ces réseaux d'eau, puisque les gens qui habitent ce quartier savent qu'on a souvent des problèmes de pression d'eau. Donc du coup, ça va régler certains problèmes. Et en même temps, au niveau de l'assainissement, pour le début du chemin de Marseille. C'est d'ailleurs pour cela que la commune va déléguer sa compétence à la métropole qui réalisera donc les travaux. On verra ça dans le rapport 3. En ce qui concerne le chemin de Marseille, il sera donc élargi sur une emprise de 5 mètres, ce qui facilitera le croisement des voitures. La voirie sera achevée à la fin du chantier des logements. Effectivement, on ne va pas commencer la voirie tant qu'on a encore des gros engins qui vont passer sur la route. Bien entendu, à l'image de tout ce qui se fait à vélo, il y aura donc une concertation sur les travaux de voirie. On tient toujours, nous, à échanger avec les gens qui vivent sur le quartier pour savoir ce que tout le monde attend, ce qu'on peut faire. Donc il y aura une concertation. Le fait de faire un PUP, c'est important, ça nous lie avec les habitants, car le PUP engage la commune à réaliser les travaux. Donc ça, on ne pourra pas revenir en arrière, il faudra faire les travaux de la route. Donc voilà pour le rapport numéro 2. Est-ce qu'il y a des questions? Et sinon, nous passons au vote. Très bien, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Rapport numéro 3. Pardon? Alors, le rapport numéro 3, ça indique les modalités de réalisation des travaux pour l'adaptation des ouvrages, toujours de la DECI. Donc, ils seront réalisés par la métropole et remboursés par la commune afin d'avoir une cohérence entre la gestion du chantier et pour aller plus vite dans les travaux. Les riverains donc devraient être rassurés par rapport à ça et optimiser aussi la dépense publique. C'est l'opportunité pour nous de mieux gérer donc effectivement la pression d'eau dans le quartier, comme je disais tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. On va passer au rapport numéro 3. Il s'agit d'une approbation. 4. Il s'agit d'une vente d'un immeuble en copropriété cadastré section BC numéro 221 appartenant à la commune. 6 places Raoul Ferraud, Coralie Morvan. Oui, donc la commune souhaite vendre donc un immeuble qui est en copropriété à 2 places Raoul Ferraud et 6 rue de la Liberté et 2 rue Jules Ferry. Cet immeuble représente environ 440 mètres carrés. Donc ce bâtiment nécessite des travaux très importants de rénovation et donc les dépenses sont indispensables pour remettre ce bien en bon état
et qui est donc surtout trop élevé pour la commune. Donc il est rappelé au conseil municipal qu'une offre avait déjà été faite par M. Olivier d'Auvergne. On parle du garagier Molo, hein, pour ceux qui le connaissent en tant que tel. Voilà. Bon, il y en a qui n'avaient pas percuté le garagier Molo, voilà, effectivement, ancien garagier Molo. Donc oui, effectivement, on avait déjà eu une offre d'achat sur ce bâtiment par M. Olivier d'Auvergne au mois de novembre 2023 pour un prix de 406 000 € net vendeur. C'était un montant qui était supérieur à l'évaluation des domaines qui avait été faite le 5 juin 2023. Par contre, la commune a été informée par courrier au mois de juillet que M. d'Auvergne se rétractait et donc retirait son offre d'achat du bien. Donc on a redemandé une évaluation domaine puisque la validité est de 12 mois. C'est toujours, voilà, on tourne un petit peu en rond, mais bon, on a redemandé une évaluation domaine. Et l'ensemble des lots est évalué à 365 000 €, donc toujours assorti d'une marge d'appréciation de 10%. Donc on avait utilisé les services de 2 agences immobilières pour vendre ce bien, où M. d'Auvergne avait fait son offre. Donc on avait eu 3 offres sur ce bien immobilier. Et on a décidé donc de prendre la deuxième offre qui était donc après celle de M. d'Auvergne. Et donc c'est la société Bardet Immobilier qui nous a fait l'offre pour un montant de 294 000 € net vendeur avec des honoraires d'agence de 10 000 € qui sont donc à la charge de l'acquéreur. Et donc on a aussi fait valoir sur le prix des domaines que le bâtiment demande énormément de travaux. Donc cette proposition d'achat prévoit dans le respect des règles du PLU en vigueur une salle de boxe au rez-de-chaussée et des bureaux à l'étage. Donc il est proposé à l'Assemblée délibérante d'autoriser la vente de ce bien à la société Bardet Immobilier, représentée par M. Fabrice Bardet, une toute société qui se situera dans laquelle l'acquéreur sera le gérant. Cette cession sera précédée de la signature d'une promesse de vente avec le futur acquéreur. Le conseil municipal est invité à se prononcer favorablement sur cette cession selon les conditions ci-dessus et préciser et notamment les charges et conditions qui ont été négociées par la commune. Autoriser M. le maire à signer la promesse de vente sans condition suspensive d'un financement bancaire ou une autorisation d'urbanisme purgée de tout recours. Autoriser M. le maire à signer l'acte de vente correspondant à tout document de l'entreprise rapportant à ce dossier et autoriser toute création de servitude nécessaire à ces 2 actes. Voilà. Y a-t-il des questions? Oui. Encore une fois, on se retrouve dans la situation où le prix de vente convenu est en dessous de l'estimation des domaines. Je voudrais connaître le motif d'intérêt général qui justifie cette vente en dessous de l'estimation du service officiel. Parce qu'on n'a pas eu d'offres supérieures. Non, mais c'est pas que ça. Et d'autant plus qu'après, il y a beaucoup de travaux qui sont à réaliser sur ça, l'estimation en tient compte de l'état de vétusté du... Alors, on a 1%. Alors déjà, vous savez comment ils font les estimations les domaines? Ils se déplacent. Non, pas spécialiste. Non, moi non plus. Mais je vais vous donner, ils font ça sur photo. D'accord? Donc déjà pour vous dire la qualité de l'estimation. Et non mais j'ai pas fini. Oui, je vais finir mon explication. Il y avait pour plus de 130 000 € de travaux de consolidation du bâtiment qui avait tendance à s'écrouler par des professionnels. Hein. Donc le bâtiment tel qu'on imagine sur le papier, c'est pas celui qui est dans la réalité. On a quand même des bâtiments sur la ville parfois qui peuvent présenter bien et donner l'impression qu'il y a un valeur, mais après concrètement, on a eu les mêmes discussions quand on a vendu le bâtiment du druide sur la place et le bâtiment du PS. Certes, quand il y a une estimation, on se dit qu'un bâtiment, ça doit valoir ça, mais quand vous avez les plafonds qui s'écroulent, ou que vous avez des structures en pierre de type voûté, comme dans un moulin à huile, qui s'écroulent, je vous garantis que l'estimation, elle prend cher. Hein. Donc aujourd'hui, il y a effectivement eu une évaluation des domaines,
Il y a une première personne qui s'est portée acquéreur et qui a même dépassé l'estimation du domaine, ce qui a surpris. Nous les premiers, franchement on était contents. Bon, il se trouve qu'il a retiré son offre et que derrière il y avait une deuxième offre qui était positionnée. La question c'était de se dire qu'est-ce qu'on va faire de ce bâtiment, en sachant qu'il y a une partie du bâtiment qui nous appartient, où il y avait des logements et où on ne pouvait même plus loger les habitants parce qu'on était en danger de sécurité là-dessus. Donc en gros, on prenait en plus le risque d'avoir le bâtiment qui s'écroule à un moment donné, et là c'était plus un gain qu'on avait, c'était un coût pour la ville, ne serait-ce que pour sécuriser le bâtiment. Donc la décision a été motivée dans ce sens. La possibilité de vendre ce bâtiment avant qu'il nous coûte une blinde, de le vendre à des gens qu'on connaît, qui seront des gens qui vont faire quelque chose de très bien, c'est-à-dire qu'ils vont faire un beau bâtiment qui va être une plus-value pour le village. Et là-dessus, c'est pas juste mon goût personnel, c'est juste, il n'y a qu'à voir ce qu'ils ont fait sur les bâtiments qui ont été repris sur le centre-village, qui ont été réhabilités pour faire les commerces et des choses comme ça. Aujourd'hui, c'est souvent des familles de vélos ou des jeunes qui ont envie d'investir et qui aiment leur village et qui investissent là-dedans. Le fait qu'il y ait un club sportif qui s'installe dedans, ça va être aussi la possibilité d'amener du monde pour aussi être des consommateurs potentiels sur la place. Et Dieu sait qu'on en a besoin. Donc aussi des gens qui vont, en attendant leur cours et après leur cours, aller peut-être acheter un seau, acheter le pain, acheter des choses comme ça. Donc il y a aussi ce souci de générer de l'activité aussi dans le centre ancien. Et puis après, encore une fois, on essaie. Nous, on n'a pas de parti pris spécial, on essaie de faire ce qui nous apparaît être le plus juste et le mieux pour le village. Souvent les domaines surévaluent quand même. En termes de prix, c'est souvent surévalué. Est-ce qu'il y a urgence à vendre ce bâtiment? Oui. Oui, parce qu'il est en train on peut vous faire passer le rapport d'études sur la sécurisation. Il y a vraiment une notion d'urgence. Il est déjà dans le conseil municipal en pièce jointe en fait l'étude structurelle du bâtiment. Quand je vous dis qu'on ne peut même plus se servir des bâtiments de famille, il y a vraiment un sujet. Le parti, c'est toujours de dire, et d'ailleurs c'est quelque chose qui est partagé par la copropriété au-dessus, c'est qu'aujourd'hui, il vaut mieux des fois vendre un bien un petit peu moins cher, mais s'assurer que les personnes qui vont le prendre vont pouvoir, au niveau de la structure, le maintenir, plutôt que de tout vouloir garder en patientant. Et si demain il y a un vrai problème d'éboulement, comme ça a été suggéré par les études, tout perdre. Et par contre, ça nous coûte très cher après. Et pas pour réhabiliter, juste pour le sécuriser. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Rapport numéro 5, rétrocession du fonds de commerce à la ZAC du Levin sur la colline avenue Claude Debussy, lot numéro 4. Rapporteur, M. Grégory Allenbach. Adjoint délégué aux affaires économiques, au tourisme et à l'emploi. Si, elle est là. Si, je suis là. Prends sa respiration. J'ai plus de batterie. Il est rappelé donc à l'Assemblée délibérante qu'en séance du 20 novembre 2023, le Conseil municipal a autorisé l'exercice de son droit de préemption sur le fonds de commerce 6 ZAC du Levin, centre commercial de la colline avenue Claude Debussy, lot numéro 4 appartenant à la SAS Jamais 203, donc c'est l'ancien bar. Par délibération numéro 2311 DC M04 au prix de 20 000 €. La commune a acquis le fonds de commerce de 2024 par la signature de l'acte notarié. Un appel à candidature a été lancé par la ville le 8 janvier 2024, du 8 janvier 2024 au 9 février 2024 pour la rétrocession du fonds de commerce pour tout type de commerce, à l'exception des activités commerciales déjà établies dans le centre commercial de la colline, au prix de 21 840 €, à laquelle 3 candidats ont répondu et ont présenté leur projet le 15 février 2024. L'offre de mesdames Sandrine Bourgeois, épouse d'Orchin, et Estelle Dorchin, épouse Voitrenier, a été retenue pour une activité de fleuriste. Dans le cadre de la rétrocession des frais d'acquisition d'honoraires et de provisions seront réglés par l'acquéreur et les frais supplémentaires qui s'ajoutent au prix de vente sont réglés par l'acquéreur également. Il est donc proposé à l'Assemblée délibérante d'approuver la rétrocession du dit fonds de commerce
à mesdames Sandrine Dorchin et Estelle Wassanier avec la faculté de substitution au profit d'une société en cours de constitution. Qui a des questions? Pas de questions. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vous vous abstenez? D'accord. Bon, ben, le rapport 5 est adopté. On va avoir un super fleuriste à Albi. Je pense que va avoir un rapport numéro 6, il s'agit de protection sociale complémentaire, une adhésion à la convention de participation prévoyance santé 2025-2030 du centre de gestion des Bouches-du-Rhône. Albert Marel. Alors, le conseil municipal par délibération, le 12 décembre 2023, s'était prononcé sur la participation de la collectivité à l'appel en concurrence conduit par le CDG 13, les modalités d'adhésion au contrat. C'est ce qu'on a délibéré et voté. Le niveau de participation devenant obligatoire pour les risques de prévoyance au plus tard au 1er janvier 2025, le montant de la participation employeur s'élève à 7 € brut mensuels. Les risques santé, au plus tard 1er janvier 2026, le montant de la participation employeur s'élève à 15 € brut mensuels. Il faut savoir que depuis 2019, nous participons à hauteur de 2 € aux cotisations mensuelles des agents qui souhaitent adhérer à la prévoyance et ou à la santé. À l'issue de la phase de négociation, le CDG 13 vient attribuer les conventions de participation à la mutuelle nationale territoriale en santé et à Alliance Vie, représentée par l'intermédiaire en assurance Collectam en prévoyance. Les nouveaux contrats collectifs débuteront le 1er janvier 2025 pour une durée de 6 ans. Il est donc proposé au conseil municipal d'adhérer à la convention de participation conclue entre le CDG 13 et la société d'assurance Alliance Vie par l'intermédiaire de l'assurance Collectam pour le risque de prévoyance et à la convention de participation conclue entre le CDG 13 et la mutuelle nationale territoriale pour le risque santé. Le conseil municipal donc est invité à accorder une participation financière aux agents pour le risque prévoyance au niveau de 7 € par mois et pour le risque santé au niveau de 15 € par mois. Je prends acte que l'adhésion à la convention de participation est incluse dans la cotisation additionnelle des collectivités, établissement affilié au CDG 13, et autoriser M. le maire à signer le contrat collectif en prévoyance et en santé et tout acte pris en application de la présente. Et bien sûr, inscrire au budget les crédits nécessaires au versement de la participation financière aux agents. Avez-vous des questions? Pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Rapport numéro 8, décision modificative. C'est possible. Ah oui, là, c'est fini. Rapport numéro 7, délibération rectificative d'erreur matérielle dans la délibération numéro 2409 DCM06 du 11-09-2024 intitulée décision modificative numéro 2 au budget primitif 2024 de la commune. Monsieur Albert Marel. Rien que le titre déjà. T'as bien vers l'eau quand même. Ouais, il est... Donc ça va être très très court. Là, au dernier conseil municipal, on a voté la DM2 et il y avait une erreur d'écriture, alors pas une erreur dans les chiffres, mais une erreur dans le libellé. Et cette erreur, c'était. Il y avait écrit opération d'investissement compte 20, opération d'équipement numéro 12 A00. Et il faut remplacer ce texte opération d'équipement numéro 12 A00 par opération d'équipement numéro 13 bureau. Et tout le reste est inchangé. Avez-vous des questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Le rapport est adopté. Je vous remercie. On passe au rapport numéro 8. Décision modificative numéro 3 au budget primitif 2024 de la commune. Albert Marel. Nous en dites quelque chose un peu? On va expliquer ça. Donc le DM3, vous avez dans notre tableau, en gros, fonctionnement. On a au niveau des charges à caractère général 52 806 € qui correspondent à entretien et réparation de matériel roulant. Et on a transféré aussi 2 comptes qui étaient en investissement. Les campagnes d'OLD
c'est la DGFiP qui nous a demandé de transférer ces comptes en fonctionnement. C'est juste des écritures comptables, ça ne change rien aux finances. Et ensuite, on a acheté, toujours dans ce 011, du matériel de production pour la cuisine Padovani. On a décidé aussi de donner 1 000 € à l'association de la Croix-Rouge. Et en recette, on a des loyers supplémentaires, location Bastille Lopez et Bastille des Deux Sœurs, à hauteur de 2 000 €. Et pour financer il y a 136 194 €, c'est pour financer le déficit de la section investissement qui elle, doit être équilibré. En Invest, donc, nous avons en immobilisation incorporelle des études. Une étude préalable à la requalification du secteur RD55B et RD55G, puisque on lance le chantier, le projet d'études. 36 000 € pour une étude préalable pour la création de la voie verte le long de la RD20. Après, on a une étude pour la construction d'un pôle STRC. Et on a 75 000 € qui nous sont restitués par les services techniques parce qu'on a des projets qui ne seront pas faits à ce jour. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'intéressant à signaler sur ces sommes-là? Les travaux supplémentaires du contrat, les travaux de toiture du centre de loisirs et de Nova. On a de l'argent qui est rendu suite à un prix inférieur sur le parc Soleil Jonot et le prix inférieur par Soleil Jaurès. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, j'ai pas noté le cabinet de conseil sur l'étude de la voie verte. 36 000. Et l'objectif de cette étude, c'est quoi? C'est prolonger le pont la passerelle qui va être faite au pont de l'Arc. Entre le pont de l'Arc et le centre, le rond-point d'entrée de ville. D'accord. 36 000 € sur une nouvelle étude, j'imagine qu'il y avait déjà des études qui ont été faites C'est-à-dire sur ce sujet-là. Non. Sur ce c'est pas ce que nous a dit la mairie à Coudou à une époque. Ah oui. La mairie à Coudou. Ah ouais, j'avais eu l'occasion. Alors, si je peux répondre à votre question, il y a eu une étude effectivement qui a été faite sur ce qu'on appelle la voie verte Coudoux-Velon. C'est ce projet-là qui était au départ. Il se trouve que quand on a vu le projet en question, effectivement, il part de Coudoux, il arrive au pont de l'Arc, mais après le pont de l'Arc, il s'arrête. Donc on s'est dit que ça serait bête de réhabiliter toute la voie qui va de Coudoux jusqu'à Velot, que ça s'arrête au pont de l'Arc, alors que c'est justement là où il faut qu'on puisse travailler quelque chose pour qu'il y ait une liaison qui va être une vraie jonction avec l'arrivée au rond-point. Donc c'est nous qui payons l'étude. Enfin, les 36 000 € là, c'est tout à fait. C'est la départementale là, non? Oui. Ouais, pourquoi c'est pas le département qui paye? Parce que le département ne paye pas tout et que si on Ils vont pas payer. Vous êtes très agressif dans votre façon de parler, alors je vais essayer de... Non mais attendez, le département c'est fantastique, quand ça les arrange, ils font pas, quand ça les arrange pas, ce qu'ils font, quand ça les arrange pas, ils font pas. Aujourd'hui, on nous dit souvent, monsieur le maire, c'est une départementale, c'est pas du domaine de la mairie. C'est vrai. D'accord? Donc là, en l'occurrence, on a le droit de s'étonner que sur une départementale, c'est nous qui payons l'étude, c'est tout. Donc vous, ce que vous nous suggérez, c'est quoi? C'est d'attendre... De demander au département, avec les moultes subventions qu'on peut avoir. Si ils ne le font pas, on n'a aucune liaison pour les enfants qui vont à l'école pour pouvoir y aller à pied ou en vélo. Non mais moi je suis d'accord avec vous sur le principe, mais si vous voulez, on peut faire un état de lieu de tout ce qui a été fait depuis le début du mandat avec l'argent du département. Oui, bien sûr. On peut critiquer la métropole, Dieu sait qu'elle est critiquable, mais le département, je vous garantis que s'il n'est pas derrière, je pense qu'on n'aurait rien fait depuis le début du mandat. Je vous rappelle, tous les projets sur le centre ancien aident à 70%, je crois, du département. On est sur une somme à combien? Je crois que sur 3 ou 4 millions d'euros, 3 millions d'euros, je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois qu'il nous en passe 2 millions. J'en passe sur tous les projets de proximité. Je veux dire, la liste est longue, si vous voulez, on peut vous la redonner. Je pense qu'honnêtement, au niveau du département, on peut leur reprocher beaucoup de choses. Mais si à un moment donné, pour que les choses aillent plus vite,
et pour que nos enfants, et pas que nos enfants, puissent accéder à un pont et une voie le plus rapidement possible protégée, s'il faut qu'à un moment donné on fasse une étude, alors l'étude elle a un prix, mais l'étude on ne leur demande pas de faire que ça. Il y a aussi un début de réflexion qui est mené pour faire la liaison sur le projet de la colline, où on est en train de travailler aussi un projet de réhabilitation et notamment aussi avec des pistes cyclables et des voies vertes. Ah, j'en suis ravi. Bah, oui, vous savez comment s'occuper de la colline, monsieur. Oh non, mais je parlais du rond-point du bas. Oui, bah oui. Mais on ne peut pas tout faire, vous savez, moi je vous explique depuis le début. Qu'est-ce qu'il a, Guilleux, à rigoler? Ma femme a failli mourir dans ce putain de rond-point. Alors un peu de tenue quand même. Mais lui aussi. Monsieur, je suis désolé que vous ayez eu à pâtir des problématiques de mobilité. Vous savez, monsieur le maire, en plus, vous m'avez appelé. Oui, je sais, et je suis en train de vous dire, je suis le premier à aller dans votre sens. Après, moi j'essaie d'être concret dans ce que je vous dis. Je vous ai dit en début de conseil que si on faisait aussi les choses, c'est parce qu'on était très limité en termes de budget. On est en train de désendetter la ville. On a des objectifs et des bilans qu'on a déjà pu fournir en bilan du mandat. On sera là pour présenter notre bilan en termes de désendettement. Mais il faut aussi qu'on fasse des investissements. Franchement, si vous baladez un peu dans le village, ne nous dites pas qu'on n'a rien investi sur le village. C'est-à-dire en termes de végétalisation, en termes d'entretien, en termes de matériel de nos services. C'est-à-dire tout ça, ça ne se fait qu'avec l'argent du département, il faut le savoir. Il faut le savoir, il n'y a pas une chose aujourd'hui qui est faite dans le village qui n'a pas été faite avec des contrats de proximité, avec des contrats de sécurité et le CDDA qui nous finance aujourd'hui tout ce qu'on fait sur le village. Alors bien sûr qu'ils ne font pas tout et qu'on est tout le temps, et on aura l'occasion d'en parler quand on va parler de l'accès par la 55G et la 55B. Mais aujourd'hui, avec la meilleure volonté du monde, on n'est pas des magiciens. Avec l'argent qu'on a, on essaye de dégager le maximum de marge de manœuvre qu'on peut avoir. Et moi, la seule chose que je peux vous assurer, c'est qu'en allant dans le temps, on va pouvoir dégager de plus en plus de marge de manœuvre pour investir, pour faire en sorte que le village soit encore mieux doté, et y compris pour qu'il soit moins dangereux pour les gens qui s'en servent. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je crois qu'il faut qu'on vote là. Hein. Qui est contre? Qui s'abstient? Bon, le rapport est adopté. Je vous remercie. Rapport numéro 9, participation, engagement de la commune de Belot pour le programme acté, chaîne 2 et approbation de la convention de reversement avec la métropole Aix-Marseille, Provence. Super rapide. Ouais. Alors en fait, ça c'est un dossier d'aide de la métropole pour une efficacité énergétique dans nos bâtiments, les bâtiments des collectivités. Donc la commune elle a postulé à ce dispositif et a été retenue à cet appel à projet pour des opérations suivantes. Donc on a été retenu pour faire des réalisations d'audit énergétique, donc pour réaliser nos rénovations énergétiques sur nos bâtiments publics, et l'acquisition d'outils style enregistreur température, capteur d'air, luxomètre, thermomètre, hydromètre. Donc en fait, tout ça c'est pour améliorer nos performances énergétiques dans nos bâtiments. Donc voilà, c'est de l'argent qu'on a demandé à la métropole pour pouvoir avoir des outils d'amélioration énergétique. C'est pas tout de faire des travaux comme on a pu le faire encore cet été sur les écoles avec justement des ombrières, des occulteurs de lumière sur les vitres, ces choses-là. Mais c'est important de pouvoir aussi vérifier que ce qu'on fait, ça marche. Quoi. Et donc ce sont des outils sur lesquels on a des aides. Là en l'occurrence on parle de la métropole, là pour le coup ils vont nous aider à ces achats-là parce que de plus en plus on met en place des dispositifs d'aide pour des choses en rapport avec ce genre d'objectifs. Donc on ne s'en prive pas, on remplit les dossiers. Moi je rends hommage au service parce que je vous garantis, on parlait d'aide et de subvention, mais si on fait aussi un rapport entre ce qui se faisait en aide de subvention et en aide de subvention qu'on a réussi à développer avec nos services, ça sous-entend aussi qu'il y a des dossiers monstrueux qui sont montés et qu'on a des services qui sont toujours là pour monter des dossiers pour essayer de gratter des aides. Donc moi je leur rends hommage aussi parce que effectivement vous posez la question de service, on a beaucoup d'agents qui partent de la collectivité, mais en tout cas je peux vous dire que ceux qui viennent et ceux qu'on embauche, ils répondent tellement bien à nos attentes qu'à un moment donné il y en a même qui veulent nous les prendre. Voilà. C'est pas parce qu'ils sont pas bien ici, c'est parce qu'ils sont tellement bons
qu'il y a des grandes instances qui nous les prennent pour les payer mieux et parce qu'ils sont très bons. Donc on peut s'en satisfaire et remercier ceux qui travaillent aujourd'hui avec nous. On va voter si vous voulez bien. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Alors, rapport numéro 10, signature de la convention relative à la mise en place d'un projet éducatif de territoire et d'un plan mercredi. Je laisse la parole à Catherine Michaud-Varenne. Merci, bonsoir. Donc le PEDT, qu'est-ce que c'est? C'est un projet éducatif de territoire. C'est une démarche qui formalise les ambitions éducatives globales d'une collectivité territoriale. C'est en fait un document qui est signé de manière partenariale, retraçant les objectifs éducatifs de la collectivité et la stratégie choisie pour placer l'enfant au centre des préoccupations pédagogiques. Le PEDT peut couvrir un public de 0 à 20 ans. La démarche du PEDT doit permettre d'assurer la continuité éducative entre les différents acteurs et les différents temps de l'enfant, le temps scolaire, la périscolaire et si possible également l'extrascolaire. Elle doit identifier une offre d'activités périscolaires diversifiées et son articulation avec les temps d'apprentissage scolaire. Le PEDT est évolutif et doit mobiliser l'ensemble des ressources et des acteurs éducatifs d'un territoire. En 2018, en complément du PEDT, sont nés les plans mercredi qui étaient destinés à soutenir les collectivités qui souhaitaient faire de ce temps d'accueil un rouage pertinent du PEDT. Ce cadre partenarial renouvelé est formalisé par une charte qualité qui vient consolider les efforts conjoints de mise en œuvre de la continuité éducative. La charte qualité plan mercredi invite à structurer l'accueil de loisirs du mercredi autour de 4 axes. L'articulation des activités périscolaires avec les enseignements, l'accessibilité et l'inclusion de tous les enfants, l'ancrage du projet dans le territoire et la qualité des activités. Ces évolutions ont permis un financement supplémentaire à la prestation de services ordinaires, ce qu'on appelle PSO, de la caisse d'allocation familiale. Bonification plan mercredi pour le temps périscolaire du mercredi uniquement pour les heures effectuées par les enfants âgés de 3 à 11 ans. Le public ciblé du plan mercredi étant des enfants de la maternelle au CM2. Le PEDT peut donc s'adresser à un public de 0 à 20 ans avec un financement CAF possible uniquement pour les enfants de 3 à 11 ans. La commune a travaillé depuis le début de l'année 2024 avec l'ensemble des partenaires éducatifs à l'élaboration de PEDT sur vélo pour les enfants et les jeunes de 0 à 17 ans. Cette démarche a permis de réunir les acteurs de la petite enfance, de l'enfance et de la jeunesse afin d'acter l'ensemble des pistes de travail collectif au service des enfants et des jeunes de 0 à 17 ans sur la commune de Velot. Le PEDT a ainsi été co-construit en partenariat et en concertation avec l'acteur de l'éducation nationale, les services de jeunesse et de sport, la CAF des Bouches-du-Rhône, le prestataire réalisant les activités périscolaires et extrascolaires, l'ECRAN Sud, le prestataire assurant la gestion des 2 crèches, la mutualité française PACA, le réseau de la petite enfance, RPE, ainsi qu'avec les associations de parents d'élèves. 6 thématiques ont été définies: la culture, le patrimoine, la santé et le bien-être, la citoyenneté et vivre ensemble, l'éducation numérique, le sport et le développement durable. Il en découle 89 projets qui serviront d'indicateurs de suivi du projet éducatif de territoire. Donc à l'issue de ce travail, une convention d'une durée de 3 ans peut être signée par les acteurs et les partenaires. Cette convention a pour objet de déterminer les modalités d'organisation et les objectifs éducatifs des activités mises en place dans le cadre d'un PEDT et d'un plan mercredi, dans le prolongement du service public de l'éducation et en complémentarité avec lui, pour les enfants scolarisés dans les écoles maternelles et ou élémentaires de la commune de Velot. La commune, quant à elle, s'engage à mettre en œuvre son projet éducatif de territoire intégrant le plan mercredi et à en faire le suivi. Elle s'engage également à respecter directement ou via ses partenaires une charte qualité plan mercredi. Elle actualisera le projet une fois par an et le transmettra au service de l'État. Il est précisé que les services de l'État s'engagent à accompagner la commune dans la mise en œuvre et l'évaluation de son PEDT, plan mercredi, et piloteront la procédure de labellisation.
La Caisse d'allocation familiale des Bouches-du-Rhône s'engage à accompagner le développement d'activités périscolaires de qualité et à apporter son concours financier aux accueils de loisirs périscolaires éligibles. Tous ces acteurs s'engagent à améliorer et à évaluer périodiquement la démarche. Donc il est proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer cette convention relative à la mise en place d'un PEDT et du plan mercredi et d'accompagner de la charte plan mercredi avec tous les actes afférents au projet. Est-ce que vous avez des questions? Voilà, je ne sais pas si on mesure bien, parce qu'il y a une espèce de vis à la travers, mais la chance qu'on a quand même d'avoir une entité comme ça qui se crée sur le village. Moi, pour la petite histoire, je me suis retrouvé dans cette réunion un peu, j'allais dire presque malgré moi, parce qu'il y avait pas mal de choses à l'agenda, et j'avais dit que je passais et que je m'en allais après. Et quand on se retrouve autour d'une table, on a l'inspectrice de l'éducation nationale, qu'on a toutes les directrices d'école, qu'on a les représentants du LEC, qu'on a les représentants des crèches, de la mutualité, de la CAF, on a tous les représentants des parents d'élèves autour d'une table et qui se mettent d'accord sur un projet de développement éducatif pour les enfants, pour nos enfants. Je vous garantis, quand on les écoute parler, on peut être quand même assez content, quoi, je veux dire, parce qu'ils travaillent ensemble depuis très longtemps déjà. C'est quelque chose qu'on a amorcé depuis déjà des années, quand on a développé notamment les EAC, l'éducation artistique et culturelle, qui fait qu'aujourd'hui on est quand même une ville labellisée EAC. Il n'y en a pas tant que ça qui le sont. Qui a un travail énorme qui a été fait sur l'alimentation dans les cantines, avec les profs, avec tout le monde, qu'on a travaillé aussi sur la mobilité, on est dans le dispositif E3D, je crois c'est ça, E3D, qui est aussi un dispositif avec l'éducation nationale qui fait qu'il y a des rendez-vous très réguliers avec tous les profs et tous les accompagnants. Franchement, je pense que nos enfants, ils sont vraiment dans une ville qui est vraiment là pour les aider à se développer le mieux possible, à la fois dans leur sensibilisation écologique, mais aussi pour leur culture générale et leur esprit de curiosité. Du coup, je suis resté jusqu'au bout. Et c'était vraiment une très belle réunion et je suis persuadé que ça va déboucher sur des super projets. Vous imaginez plus de 80 projets ensemble, avec l'éducation nationale, avec les parents d'élèves, c'est pas rien. Hein. Je veux dire, et ils n'ont même pas eu l'air de râler, hein. J'étais presque content de les mener. Donc franchement, c'est une chance pour notre village. Je remercie d'ailleurs Jean-Baptiste qui a mené cette opération en étant responsable au niveau de la petite enfance, des écoles, tout ça. Il a tellement fait du bon travail que maintenant ça va être notre nouveau directeur de cabinet, donc il aura aussi affaire à vous. C'est la porte d'entrée au cabinet et franchement je salue le travail qui a été fait, pour nos enfants c'est formidable, merci beaucoup. S'il n'y a pas de questions, je vous propose de voter. Donc qui est contre? Bien entendu personne ne va voter contre, hein. Ni s'abstenir, donc c'est notre unanimité, puis je vous en remercie. On va pouvoir du coup passer au rapport numéro 11, il s'agit des décisions du maire. Donc il n'y en a pas beaucoup, c'est une convention d'occupation précaire sur un logement 234 à l'église Sidétal. Une convention annuelle de partenariat culturel, comme on le fait chaque année, avec le département, qui nous aide aussi sur la culture, avec ce partenariat sur le catalogue Provence en Seine. Et d'ailleurs, on parlait encore une fois de l'aide du département, il y aura un très très beau spectacle en fin d'année qui sera gratuit sur les champs de Noël, qui sera à Velot. Et vraiment, je vous invite à y aller, c'est vraiment de très grande qualité et c'est offert par le département. En ce qui concerne la vie locale, une convention de mise à disposition de locaux et de biens municipaux pour l'association Loisirs, Éducation et Citoyenneté, formation. C'est une formation pour le LEC, hein, la DSP qui travaille sur l'enfance, on leur met à disposition ces bureaux. Et pour les BAFA, c'est ça, pour les formations BAFA. Vous savez qu'on aide les jeunes voloxiens qui désirent passer leur BAFA régulièrement, on les aide financièrement là-dessus. On va passer, si vous le voulez bien, aux questions de l'opposition. Je n'ai rien oublié. Donc, alors déjà, juste, ça me remonte un peu par le service, là, parce que c'est pas facile à traiter. En fait, on a beaucoup de retours pour les questions, et ça change beaucoup. Il y a des propositions, après vous vous concertez entre vous, ça change, ça rechange.
Juste, voilà, s'il peut y avoir un effort pour le service de bien vous concerter pour nous envoyer toutes les questions ensemble, ça évite d'avoir des... Parce qu'on commence à bosser, puis vous enlevez des trucs et vous les remettez. Voilà, c'est juste, je me fais leur porte-voix. Je vais prendre la première question. Donc il s'agit de l'équipe Vélo avec Passion. Comment ça alors, hein? Nous avons constaté le départ de nombreux agents territoriaux. Quelles qu'en soient les raisons, il est nécessaire de communiquer à l'ensemble des élus le nouvel organigramme nominatif des services de la commune de Vélo. Par conséquent, nous vous remercions de répondre positivement à votre requête. Donc réponse à Monsieur Debarge pour Ensemble avec Passion. Bon, la question elle avait été déjà posée par l'opposition lors du conseil municipal du 24 mars 2021 par Monsieur Debarge, et donc on va vous redonner la réponse qui avait été faite à l'époque puisque c'est la même. Compte tenu de l'utilisation qui a déjà été faite des documents nominatifs sur les réseaux sociaux et n'ayant aucune obligation sur le sujet, le document définitif vous a été transmis en début de séance. Celui-ci est déposé sur les tables. En 2024, on ne peut toujours pas fournir des éléments RH nominatifs, tout simplement pour la protection des données RH. L'organigramme non nominatif peut être diffusé, il n'a que peu changé depuis la dernière fois. Vous pouvez voir l'organigramme anonymisé, distribué. Il est intéressant de surligner qu'il y a effectivement des départs. Alors c'est vrai que derrière cette phrase un peu, comment dirais-je, qui sonne fort, on a l'impression qu'il y a une espèce de désertion totale de nos services, un départ vraiment de masse, quoi, de toutes nos intelligences vives qui partent. Voilà, c'est vrai qu'on pourrait se poser la question. Plusieurs, ça commence à 2, c'est pour ça. Oui, oui, bien sûr, mais là, on est sur un nombre qui est hyper important, donc on est même au-delà de ça. Hein. Je vais dans votre sens, hein, il est important de répondre à ça, parce qu'il peut y avoir cette limite-là, voire même suggérer qu'ils partent tous parce qu'il y a, je sais pas, peut-être un état de souffrance ou de persécution au sein de la ville. Je vais essayer de répondre avec des mots toujours pareils, hein, des mots un peu concrets, quoi. Il est intéressant donc de surligner qu'il y a effectivement eu des départs. 8 départs à la retraite en 2024. Donc on est content pour eux, hein, ils ont bien travaillé pour la ville. C'est vrai que ça fait beaucoup 8 départs, on a l'impression que c'est une fuite. Mais en fait non, ce sont des départs à la retraite. Alors il y a un départ professionnel pour travailler à la région. Deux départs professionnels pour travailler à la métropole. Et là, je vais vous redire ce que je vous disais tout à l'heure. Depuis qu'on est arrivé, dans nos nouvelles embauches, on a pris soin de trouver des gens qui soient vraiment déjà souvent des jeunes qui sortent des écoles, qui ont des formations et qui apportent beaucoup. On a aussi pris le soin de tous les former. Je prends un exemple tout bête, on n'est pas obligé d'être cadroir, hein, mais les jeunes qu'on a embauchés par exemple sur la végétalisation et les entretiens de la ville, au lieu de leur faire que du nettoyage, ce qui peut quand même à un moment donné un peu peut-être donner la notion de faire toujours la même chose et que ce soit peu gratifiant, on les a tous formés, sur la végétalisation, sur des formations, et on peut voir qu'au niveau des espaces verts il y a eu beaucoup de travail, et c'est vrai qu'on embauche des gens qui sont dans cette dynamique-là, et ces jeunes qui sortent des écoles et qui se forment, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, c'est qu'à un moment donné, ils ont des plans de carrière, ils veulent évoluer, et quel est le meilleur plan de carrière que de travailler dans les grandes institutions? Alors c'est pas le cas de tout le monde, hein, mais de travailler à la métropole, travailler au département, travailler à la région, quand même des endroits où au niveau des possibilités de développement et des possibilités aussi de développement financier, bon ben on ne peut pas lutter à un moment donné. Hein. Mais moi, je ne vais pas me dire que c'est un départ parce qu'ils sont pas bien, je vais me dire que c'est... moi je suis très fier, honnêtement, qu'on puisse avoir beaucoup de jeunes qu'on embauche, et pas que des jeunes, aussi des moins jeunes, mais qui font du très bon travail et qui après partent finalement, sont repérés par les institutions qui viennent nous les chercher et nous les récupèrent. Moi je trouve que c'est valorisant pour la ville parce que ça veut dire qu'on a un laboratoire d'idées, qu'on a un laboratoire de formation et que ces jeunes-là, ben, vous savez quoi, on les retrouve souvent sur des dossiers, notamment sur la mobilité. Ben, par exemple, la chargée de mission qu'on avait embauchée, Lucie, ben, elle est partie directement à l'OPA. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on travaille avec la métropole sur le plan de déplacement, ben, c'est notre ancien agent qui va traiter le dossier de mobilité de notre ville et de notre bassin de vie au niveau de l'OPA. Donc des interlocuteurs privilégiés. Madir Cab, elle est partie à la région, elle a un super poste, elle a fait un super boulot, je suis triste qu'elle soit partie, mais elle n'est pas partie parce qu'elle n'était pas bien, elle est partie parce qu'elle a eu une superbe opportunité. Voilà, et des départs professionnels d'évolution de carrière pour une commune de plus de 40 000 habitants. Vous pouvez faire le calcul, il n'y en a pas beaucoup autour de nous, mais bon, forcément, c'est des offres qui parfois ne se refusent pas. Moi, je suis content pour eux. Voilà, c'est juste pour dire que voilà, on est content du départ, même quand ils sont bien, ben, on râle un peu de ne pas les avoir, mais bon, il vaut mieux faire envie que pitié, donc moi je suis très heureux de ça.
Mais j'espère que ça répond un peu à votre question. Une question de l'équipe Velons en avant. Nous avons été contactés par les habitants de l'avenue Jean Palais qui vous ont rencontré et vous ont écrit à plusieurs reprises afin de vous interpeller sur l'insécurité de la partie entre le rond-point et le panneau de sortie de la commune. Vous avez évoqué un sujet départemental, cette voie étant dénommée D55G. Vous avez été sollicité courant premier semestre 2023 et à ce jour, aucun retour de votre part. Vous n'avez pas manqué de générer des demandes auprès du département depuis cette date. Pourquoi pas ce sujet? De plus, l'éclairage est inexistant. Pourquoi cela? Bon alors, vous savez que je ne vais pas vous rappeler, puisque je vous ai déjà dit que le département, et effectivement, on le sollicite pour beaucoup de choses. On le sollicite énormément. Tout simplement parce que aussi, un de nos premiers axes de travail, c'est aussi améliorer les problématiques de mobilité qu'on a. Effectivement, moi j'ai rencontré des gens très tôt qui habitent sur ce coin-là, en bas de la débalade, sur tout le prolongement, et c'est vrai qu'on a des gros problèmes de sécurité, parce que les gens arrivent très vite sur cette voie-là, et que ça faisait partie des sujets majeurs. Je ne vous rappelle pas qu'en 2021, j'avais fait venir la présidente du département, Martine Vassal, et qu'un des premiers endroits où je l'avais amené, c'était le pont de l'Arc, parce que c'était le sujet numéro 1 en termes de sécurité par rapport aux enfants qui traversaient le pont et qui n'avaient pas de lumière en plus et qui étaient en insécurité. J'avais aussi amené sur la Z de la Verdière parce qu'au niveau métropolitain, c'est un endroit qui aujourd'hui a besoin vraiment d'une vraie réhabilitation. Et je lui avais parlé aussi de l'entrée du secteur de la 55B et G. Alors c'est beaucoup de sujets à monter, c'est beaucoup de dossiers. En mai 2022, la vice-présidente à la voirie, Marie-Pierre Calais, a été sollicitée, et elle était même venue sur place pour les sujets évoqués qui ont été le pont du Moulin, la sécurisation de l'avenue Jean Palais, le plan vélo et le plan local de mobilité. Le 26 janvier 2023, le cabinet de la présidence et le service d'aide aux communes ont validé les subventions aux communes ont été rencontrées. En ce qui concerne l'entrée de ville par la RD 55G, nous avons déposé un projet de ralentissement via les feux récompenses. Le département l'a refusé en juin 2023 car la voirie n'était, selon eux, pas adaptée. En janvier 2024, le département a revu les techniciens en indiquant un flux de 7000 véhicules jour, imposant une réfection de voirie pour faire ralentir les véhicules. Une étude est jugée nécessaire. Cette étude a été inscrite dans la décision modificative numéro 3 que nous venons de voter un instant, sur laquelle vous avez voté contre d'ailleurs, si j'ai bonne mémoire. C'est dommage parce que c'est cette étude qui va permettre de faire valider les travaux avec le département. En gros, on a essayé de trouver des solutions. Je garantis que dès le début, ça fait partie des sujets importants. Au niveau problématique de sécurité, entrée-sortie de vélo, c'est simple, hein. On a cette entrée-là, on a le passage par le pont de l'Arc, et après on avait le côté, Charles de Gaulle pour en haut, et le côté gendarmerie. Les priorités, c'était le pont de l'Arc, parce qu'absolument, c'était des gros travaux. C'était un projet qui était enterré, qu'on a réussi à faire redémarrer. Alors vous allez me dire, pour l'instant, on ne voit toujours pas, mais je peux vous garantir que je fais un courrier à peu près tous les 6 mois à la présidente pour que le projet aboutisse. Et a priori, l'étude a commencé cette année, et il devrait y avoir les travaux sur le pont pour l'année prochaine. Oui, mais après, moi, je suis comme vous. Hein. Non, mais je vous dis, il n'y a toujours pas d'appel d'offres. Pas d'appel à Archie et pas d'appel d'offres. Écoutez, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a posé... Monsieur le maire, c'est bon, je suis là-dessus tous les jours quasiment. Donc, écoutez, si vous avez plus d'informations de moi, il n'y a pas de souci. C'est pas d'infos, c'est justement moi l'info qu'il n'y a pas d'infos. Les infos que j'ai moi, et d'ailleurs le dernier conseil municipal, on a voté la cession, c'est aussi bon, on a voté la cession d'une parcelle sur ce parcours pour que justement rendre possible cette voie verte entre Coudoux et Rognac. Moi après vous savez, je fais tout ce que je peux faire, hein. Je ne suis pas magicien, je n'ai pas de baguette magique. Moi je peux vous dire que tous les 4 mois je fais un courrier et que étant conseiller départemental dans l'équipe de Vassal, à chaque fois que je les vois, je les tanne là-dessus, hein. Je ne les tanne pas sur 50 choses. En ce moment, mon bâton de pèlerin, c'est d'arriver à faire en sorte qu'ils nous donnent l'autorisation de déclencher l'avenue Charles de Gaulle parce qu'on a tout fait ce qu'il fallait et maintenant il faut juste qu'on nous donne la permission de les décaler. C'est de pouvoir faire le pont de l'Arc et c'est de pouvoir faire en sorte de faire alors c'est pas mon sujet principal, mais un des sujets aussi, c'est de pouvoir attaquer nos réflexions d'entrée de ville où il y a juste à avoir une autorisation parce que c'est une voie départementale. Maintenant,
Si vous avez plus de poids que moi pour agir, ben, honnêtement, moi je chapeau bas, faites ce que vous pouvez, je fais le maximum que je peux. Je vous garantis qu'on relance les services tout le temps. Je peux vous dire une chose, c'est que le dossier de l'entrée de village au niveau sécurisation, je suis très sensible parce que le premier rendez-vous que j'ai eu, c'était les parents qui sont venus avec l'enfant et qui m'a dit moi je passe le matin et je passe sur ce trottoir et c'est dangereux. Je vous garantis que moi j'ai un minot, j'ai des enfants et que le sujet il me touche autant que vous tous. Simplement, moi j'essaie d'instruire les dossiers avec mes services et je fais le maximum de logging, je vous garantis que voilà, peut-être que d'autres feront mieux que moi, mais je fais le maximum. En tout cas, suite à toutes les réunions qu'il y a eu, le département nous a demandé de déclencher cette étude. Elle était dans la décision modificative, vous aurez bien compris que c'est pas parce qu'il y a cette question ce soir qu'elle était dedans, parce que ces dossiers s'instruisent 2 mois à l'avance. Hein. Donc voilà, c'est juste qu'on travaille dessus. Alors il y a un temps qui est le temps politique, le temps aussi des réseaux sociaux, et puis il y a le temps qui est le temps d'une ville et de ses services, et on essaie de faire le plus rapidement possible, et parfois, pour nous les premiers, c'est pas suffisant. Donc on fait cette étude. Suite à cette étude qui sera rendue, il y aura une acceptation des dossiers par les services du département et on travaillera sur non seulement une réhabilitation des trottoirs de l'entrée du village sur le prolongement pour l'arrivée sur le rond-point qui fait la liaison entre la ZAC du Grand Pont et l'arrivée après le moulin de Denier. Et ces travaux-là, ils nous permettront de mettre de la sécurité, de mettre de la signalisation et de mettre les fameux feux qu'on ne pouvait pas mettre parce qu'on n'était pas dans les clous de ce côté-là. Donc on travaille dessus, ça ne sera jamais assez rapide, mais en tout cas on fait le maximum pour que ça avance. Voilà. Il y avait une autre question. Heureusement qu'il est là pour me passer mes trucs, parce que c'est celui-là, c'est ça ? Alors, pourrions-nous connaître le montant des travaux de mise en peinture pour la mobilité ? Puisque vous aviez annoncé la demande d'une subvention de 181 000 €, nous sommes toujours dans l'inconnu sur les montants financiers des projets majeurs de la commune. Là, il ne s'agit pas des projets majeurs, hein, c'est des projets parmi d'autres. Hein. Donc réponse à Madame Closon, nous avons effectivement annoncé une demande de subvention auprès de l'État. Le montant des dépenses est de 186 160 €. Nous avons obtenu une aide de subvention de 100 000 € pour des travaux précis. L'objectif c'est d'augmenter l'offre de stationnement pour les vélos, c'est pas que de faire des pistes cyclables, c'est aussi de donner la possibilité à ceux qui vont s'en servir de pouvoir se garer, de pouvoir déposer et de faire aussi, des aires de stationnement. Donc l'objectif c'est d'augmenter l'offre de stationnement pour le vélo et de développer un réseau de bandes cyclables dans l'agglomération. Vous avez constaté cet été des travaux, la subvention comportait 3 items, les réseaux cyclables avec la peinture et la signalétique, des travaux d'adaptation de voirie, vous avez pu les voir aussi puisque vous vous êtes fait l'écho aussi des alternements sur les réseaux, parce que c'est vrai que quand on met quelque chose de nouveau dans un village, on change les choses. Et quand on change les choses, ça peut choquer, ça peut être compliqué au début. On essaie encore une fois de faire pour le mieux, mais vous avez vu qu'il y a eu des travaux de fait sur l'avenue Jean Moulin, vous avez vu ce qui a été fait. On se sert aussi de l'aménagement pour faire des choses jolies avec le pont, avec de la végétalisation, pour pouvoir permettre aux enfants qui passent de pouvoir aussi passer par ces endroits-là et d'avoir un endroit qui soit sécurisé. On sait très bien que les enfants par définition, et j'en ai largement fait partie, n'écoutent pas toujours ce qu'on leur demande de faire, il suffit qu'on leur donne une voie pour qu'ils prennent l'autre. Mais ça fait partie de l'ordre des choses. En attendant, ce travail-là, il est fait. Moi, j'imagine que tous les Véloxiens, et principalement les élus, se promènent dans le village le week-end. Alors certes, il n'y a pas une majorité de cyclistes sur vélo. Certes, ça nécessite un changement d'état d'esprit quand on traverse ces voies et qu'il y a des règles qui changent. Certes, on ne sera jamais tous d'accord sur l'effet de les mettre. C'est encore un autre sujet. En tout cas, elles existent. Et moi qui arpente pas mal les rues de vélo le week-end, moi je suis content de voir qu'il y a énormément d'enfants, énormément de parents qui se déplacent en vélo sur ces endroits-là. Alors certes, certains penseront que c'est trop peu pour être considéré, c'est peut-être là où on n'a pas la même vision. Nous, politiquement, on soutient le fait qu'il faut qu'on continue à développer ça, parce que ça fait partie déjà du bien vivre ensemble, et puis en plus, ça sera une des petites solutions sur les problèmes de mobilité. J'ai bien dit une des petites solutions. Parce qu'il y en a bien d'autres à apporter. Donc on continue dans ce voie-là, et là on va travailler sur les travaux encore d'adaptation, là c'est terminé, mais sur les stationnements de vélo. Le réseau cyclable c'est 42 740 € TTC de dépenser. Les travaux d'adaptation de voirie, notamment sur celui d'Intermarché, 83 294 TTC.
Pour info, on avait fait d'autres travaux d'adaptation avec des dossiers sécurité routière, comme au Restouble, les liaisons aussi avec la Jean Moulin et Isola de Varese qui part sur Jean Palais. Il y a eu des travaux aussi de liaison. Et pour la petite info, il reste quand même 76 700 € TTC pour faire des stationnements vélo. Alors vous allez me dire c'est beaucoup pour faire des stationnements vélo, mais concernant les stationnements, les principaux sites ciblés ne sont pas des moindres. Il y a les équipements municipaux, il y a 2 groupes scolaires, il y a les crèches, il y a l'hôtel de ville, il y a la salle de spectacle Nova, il y a les services techniques, il y a les aires de jeu, le stade Régnier, le parcours sportif et le site des 4 tours. Voilà, donc ça paraît une grosse somme, mais comme on veut faire les choses bien, c'est pas si tant d'argent que ça pour pouvoir le mettre en œuvre. Sont également ciblés les abords des commerces les plus fréquentés, zone Intermarché, la place Caire, la place des droits de l'homme, les 2 maisons médicales. Suivant les lieux, nous prévoyons aussi des racks avec des abris pour les stationnements longs, des racks sans abri ou des supports simples pour les stationnements plus courts. Voilà, le sujet il est en cours, il est inscrit au budget et comme sur tous les autres sujets, nous travaillons dessus en essayant de faire pour le mieux. Voilà. Après, il y a des termes, moi je veux bien, je peux tout entendre d'ailleurs, souvent, on va un peu les questions, pour les rendre un peu... Je ne peux pas vous affirmer que vous êtes dans l'inconnu sur les montants financiers de ce projet. Il y a eu un rapport d'orientation budgétaire en 2024. C'est des lignes budgétaires, on n'a pas le détail, donc c'est tout. Et donc, je suis en train de ça. Et donc, là, vous me donnez l'explication. Et donc, c'est autre qu'une explication. Je vous dis que sur le rapport d'orientation budgétaire de 2024 que nous avons voté, il y avait l'ensemble des éléments budgétaires qui étaient répertoriés. D'ailleurs, ils sont, pour la précision, en page 15 du rapport, si vous voulez les revoir, sur le plan mobilité qui est estimé à 220 000 €. Selon l'ambiance, donc Madame Closon, vous étiez absente lors du conseil municipal du 21 février. C'est pas Madame Closon, c'est Madame Closon qui a envoyé les questions, c'est moi qui les posais. Donc la prochaine fois, mettez votre nom et je vous répondrai. Je suis désolé, j'ai une question de Madame Closon. C'est une question du groupe. Ah d'accord, vous partagez les questions. Avant, j'ai pas forcément précisé mon nom dessus. Si, c'était marqué bon, après point pour tout ça. Mais moi, on me pose une question, je réponds à la personne qui me pose la question. Donc, effectivement, on a voté ce rapport d'orientation et vous n'étiez pas présente et il n'y avait pas de procuration qui avait été donnée. C'est pour ça que je me permets de vous poser la question. C'est pas pour vous embêter. Sur le point 4 du rapport du budget 2024, ça indique également la mise en place de plans de mobilité budgétaire de 220 000 €, dont 177 095 € de crédits nouveaux. Ces éléments ils ont été repris dans un diaporama PowerPoint présenté par Albert Marel lors du conseil municipal du 21 mars 2024, où aucune question n'a été posée. Donc vous pourrez voir que ces éléments ils sont disponibles. Ils sont disponibles sur le site internet de la ville de Velo, dans la rubrique Ville, Municipalité, Finances. Donc elles sont communiquées et accessibles à tous, parce que nous sommes transparents avec vous, comme avec l'ensemble des Veloxiens. Voilà, on n'est pas parfait, mais j'espère qu'encore une fois on fait preuve là-dessus de transparence. Encore une question qui me demande, pourrions-nous connaître la raison de la modification des pots de clés devant la mairie ? Donc c'est une question qui a été posée. Alors là pour le coup je ne vous dirai pas qui l'a posée, mais c'est moi. Voilà. Cette modification fait suite à une demande du conseil de quartier des Restoubles. En effet, les pots de clés les indisposaient lors de la sortie en véhicule et elles nous indisposaient aussi puisque régulièrement on avait des poteaux qui étaient tordus et on était obligé à chaque fois de faire en sorte de les réparer, mais ce n'était pas tout à fait possible. À la suite de la demande du conseil de quartier, le cabinet du maire et l'adjointe à l'urbanisme ont rencontré les représentants du conseil sur place. Ce carrefour il a donc été repensé comme cela car il n'était probablement pas adapté. Car il est vrai, ce virage il était serré pour rentrer sur Jean Moulin. Et ça faisait que parfois avec un petit peu de distraction, on avait tendance à couper un peu le fromage et on l'abîme un peu. On l'a élargi, le passage, et on a mis des pots de clés rétractables à mémoire de forme, parce qu'on n'arrête pas le progrès, mes amis. Donc pour information, nos services com avaient pris le temps de répondre à un post Facebook. Alors pour la partie technique, effectivement, il y a des plans qui ont été, la partie a été élargie pour permettre aux gens de sortir et de rentrer sans se prendre les pots de clés à chaque fois. C'est un travail qui a été fait parce que systématiquement les pots de clés, vous avez pu le constater aussi, ils étaient pliés, ils étaient tordus. Donc l'idée c'était de les disposer différemment. Et on a pris la décision de prendre des
potelets dits à mémoire de forme, qui alors je ne vais pas rentrer dans la technique, tu auras plus des éléments techniques, mais en fait quand on les couche, ils se remettent... En fait c'est le pied qui guide le potelet, donc en fait si une voiture rentre dedans, normalement il se remet droit, ou alors s'il est vraiment cassé, on change que le pied, on ne change pas le potelet. Voilà. Vous dites pas la voiture? Pas la voiture, non. C'est sûr, alors on n'a pas encore fait les voitures à mémoire de forme. Si vous permettez, je voudrais juste revenir sur le conseil des quartiers. J'habite ce quartier-là. Ouais. Il avait été demandé effectivement l'élargissement pour faciliter la circulation à l'entrée et la sortie du quartier. On peut savoir de combien a été l'élargissement dans ces travaux qu'est-ce qu'on a gagné réellement? Parce que honnêtement, moi je ne vois pas vraiment une grande différence. Enfin, les camions quand ils passent, on voit vraiment une différence. Après, on n'a pas vu. 15-20 cm. Non, 30 je crois. C'est 30 de chaque côté. C'est 30 de chaque côté. C'est ce qui est dans le post Facebook, vous avez répondu 30, madame. La mairie ou le service technique aura répondu 20. Je vais attendre que... 30 de chaque côté. Juste, j'aimerais connaître le prix des travaux. Alors, déjà, pour avoir plus de précision, les potelets ont été reculés de 20 cm de chaque côté, soit 40 cm sur la largeur de voie de l'avenue Jean Moulin. Oui, mais on est précis. Laissez-moi déjà vous donner la réponse, puis après on pourra argumenter si vous voulez. Sur l'avenue des Mico-Couliers, les potelets ont été reculés de 30 cm de chaque côté, soit 60 cm sur la largeur de voie. Dans les virages, ils ont été reculés de façon variable entre 40 cm pour assouplir le rayon de giration. Donc pour rappel, ces potelets ont vocation à protéger surtout les piétons contre les véhicules. Pour remettre un peu les choses, l'église un peu au centre du village. Après, vous me parlez du budget. Donc je vais vous donner le budget. Non, le budget je ne l'ai pas. On pourra vous le fournir, il n'y a aucun souci là-dessus. Le budget, c'était que de toute façon, les potelets qui étaient pliés, il fallait les changer. D'accord? L'idée c'était qu'on ne les enlevait pas pour mettre rien à la place, parce que moi, encore une fois, l'idée c'est de protéger les piétons et ceux qui passent en vélo. D'accord? Donc, si vous voulez, de toute façon, les poteaux, il fallait les changer. Alors certes, on en a changé un peu plus. Par contre, on a... Non, on en a mis moins. On a mis moins, oui. Voilà. Mais par contre, ce qu'on a changé, on a quand même pris la décision de prendre des potelets à mémoire de forme pour qu'on ne soit pas obligé de les changer tout le temps. C'est juste, je regrette le fait qu'on ne soit pas allé plus loin sur l'élargissement. Finalement, pour les riverains, ça ne change pas grand-chose. Non, en fait, le service, Nicolas Stoyanov qui a géré ce dossier, en fait, le problème, c'est que si on avait pris encore plus d'espace, on élargi davantage, vous savez comment les voitures elles se garent, comment les gens y font. En fait, on ne voulait pas prendre de risque que des gens se garent à n'importe où. C'est du fait qu'ils auraient plus de place dans l'entrée. Parce que du coup, on élargissait, mais vous avez, ça donne vachement de place dans l'entrée des restos. D'accord, mais là, on a des problèmes qui aujourd'hui n'existent pas. Ben oui, mais justement, en étant beaucoup plus large, on ne voulait pas prendre ce risque. Il y a une météorite qui va tomber aussi. Juste j'ai bien compris qu'on ne sera pas d'accord. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que... Non, mais vous trouvez dommage, et puis en fin de compte, on n'est pas d'accord. C'est ça, non? Oui, je pense. Donc, moi, ça va être clair, en fait, ce que je veux vous dire. Aujourd'hui, je me suis aperçu d'une chose très simple. Peut-être que je me trompe, et pourtant, je suis un utilisateur des voies Volkswagen. Au plus on élargit une voie, au plus les gens vont vite. D'accord? Plus on la rétrécit, au plus ça râle. Parce que ça râle. Et j'ai des exemples, et vous les connaissez, puisque vous les avez rapportés quand il y a eu des conseils municipaux. Et au bout d'un moment, les gens qui sont des riverains nous disent, franchement, ça roule moins vite. Donc, une fois que je vous ai dit ça, vous allez forcément ne pas être d'accord avec moi. Après, il y a un stop. Non, mais vous n'allez pas être d'accord avec moi. Ça, j'entends. L'argument de la vitesse, à la rigueur, c'est celui-là. Donc ça fait partie de l'argument pour ne pas trop élargir. Mais bon, il y a un stop quand même, il y a une signalétique, les gens doivent respecter. Vous êtes d'accord que... Vous savez que les signalétiques, si je peux terminer, juste les signalétiques, elles sont faites pour les gens qui ne respectent pas, parce que la plupart des gens, 80% des gens dans le village, alors c'est parce que j'ai envie d'être élu, donc je suis gentil, 80% des gens sont des gens qui respectent la voie, les limitations de vitesse, tout ce qui se passe. Mais il y a ces, je ne vais pas dire de bêtises, je ne vais pas dire en maths, j'ai dit 80, donc il reste 20% de personnes qui ne respecteront pas les lois. La loi des 24. C'est ceux qui iront trop vite. Alors, encore une fois, là-dessus on ne sera pas d'accord. Mais
c'est notre façon de voir les choses, et tant qu'on sera là, c'est ce genre d'opération qu'on fera. Moi j'aurais quand même aimé, vous habitez là-bas, mais à un moment donné, un peu de gratitude, quoi. On a mis de l'argent pour refaire votre entrée, alors qu'on aurait pu dire on ne fait rien, et vous êtes tout le temps en train de râler, quoi. C'est incroyable. On a arboré aussi, on a fait un déjà. Ah, vous ne dites pas ça. Mais personne vient dire on a planté un arbre, on a mis de la végétalisation, on a fait tout un travail sur Jean Moulin, on fait des choses. Vous retenez l'argent du marquage des pistes cyclables, à aucun moment vous nous dites, franchement, c'est sympa, vous avez fait un petit pont en bois, vous avez fait un truc, les gens sont protégés, vous avez refait les trucs, vous avez élargi, on va être mieux. Je signale que je touche du bois parce qu'on n'est jamais sûr de rien, mais bien entendu qu'à un moment donné, peut-être que quelqu'un va reprendre un peu de clé. Pour l'instant, depuis qu'on les a fait, franchement, il n'y avait pas une semaine où il n'y avait pas quelqu'un qui nous défonçait un peu. Bon ben là, pour l'instant, on n'en a pas. Peut-être que ça va arriver, que ça va nous faire mentir. On essaie de trouver, mener à la politique d'un village, c'est essayer de trouver un juste milieu. Voilà, ben, le juste milieu, c'est celui-là. C'est peut-être pas assez large pour vous. Pour nous, c'est assez large. Et pour nous, ça nous empêche qu'il y ait des gens qui aillent trop vite. Et du coup, qui viennent après nous dire, c'est devenu trop dangereux, vous avez fait n'importe quoi. De toute façon, j'ai bien compris que quoi qu'on fasse, on verra le côté, on verra le verre à moitié plein. Voilà, c'est juste que le comité de quartier, c'est une très bonne chose. On vient recueillir l'avis des riverains et essayer de trouver des bonnes idées, des compromis. Et finalement, les travaux démarrent. On dit chouette, l'élargissement va pouvoir être effectué. Il a été effectué. Et on est déçus parce qu'on pensait autre chose et on n'a pas rebouclé, on n'a pas eu forcément le fermement des travaux. Vous savez qu'il y a des règles d'urbanisme aussi. Apaiser le débat. Il y a aussi des règles d'urbanisme. On ne fait pas ce qu'on veut. Oui, mais du coup, juste faire une boucle retour. Ça me fait penser. Et oui, mais vous savez, on fait des concertations citoyennes. On nous reprochait de ne pas en faire. Quand on en fait, on nous reproche de ne pas écouter. Mais vous savez qu'à partir du moment où on fait la concertation citoyenne, il faut se dire une chose, vous n'allez jamais faire l'unanimité. Et chacun a son idée sur les choses. À un moment donné, on est obligé de trouver un juste milieu. Et croyez-moi, c'est compliqué d'en faire un. On l'a vu sur De Gaulle, on est en train de le vérifier sur la colline. C'est pas gagné. Et on va être obligé de prolonger de la concertation parce qu'on aimerait aller plus vite, parce que aussi les gens nous disent, putain, il faudra aller vite. Mais si on va trop vite, eh ben les gens nous disent vous ne nous avez pas tenu compte de tout ce qu'on vous a dit. Et encore une fois, faire de la politique, à un moment donné, c'est l'art du compromis. C'est essayer de trouver un minimum de concertation, essayer de trouver les meilleures solutions en respectant les règles, qui nous apparaissent des fois, comme à vous, très compliquées. Je parlais des injonctions contradictoires, on en est acquis et on essaie de faire avec. Mais effectivement, on ne pourra pas toujours répondre à vos attentes, mais quand même, on essaie de faire des choses, quoi. Voilà, je veux dire, on pas le contraire. Ok, merci beaucoup. On a fait d'ailleurs sur les élargissements de passage, parce que vous nous demandiez les plans sur les potelets rétractables, et ça a été, il y avait une communication qui avait été faite sur le post Facebook Vélo Notre Grand Village sur le sujet, daté du 5 septembre, et il détaille, alors c'est pas le Vélo Notre Grand Village, hein, c'est sur le site de la ville. Hein, voilà, ça a été mal écrit. Donc moi je vous rappelle juste une chose, pour terminer là-dessus, parce qu'on ne va pas non plus faire 2 heures. Les informations, si les Voloxiens les veulent, allez les chercher sur le site de la ville de Velo. On ne fait pas de prosélytisme, mais par contre toutes les informations qu'on poste, et notamment il y avait les plans avec toutes les nouvelles dispositions des potelets, tout est sur ce site. Tout est sur ce site, il n'est pas fait par les élus, il est fait par les techniciens de la ville. Donc je veux dire, la réalité, elle n'est pas sur Vélo Notre Grand Village, elle n'est pas sur tu sais qui est de Vélo ou je ne sais quel autre site. Je sais que c'est un terrain de jeu que certains affectionnent, mais si vous voulez les vrais éléments et que vous voulez, à moins qu'il n'y ait que des rumeurs qui intéressent, allez sur le site de Vélo. Tout ce qui est fait est communiqué et vous avez les informations. Et si vous en avez d'autres, vous avez le site où vous avez les services, vous pouvez leur poser des questions et ils vous répondront. Je crois que j'ai fini là-dessus. Il n'y a plus d'autres questions? C'est bien, écoutez, moi je vous remercie. Je vais remercier une nouvelle fois toute l'équipe de TV Vélo qui sont là à chaque fois pour nous filmer, permettre aux Vélociens qui le désirent, je suis sûr qu'il y en a énormément, regarder les conseils municipaux et souhaiter que vous soyez toujours aussi nombreux pour les autres. Merci à vous.